Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne pour ce forum de France Culture. Nous allons parler aujourd'hui de révolte, de révolution, de pétition, de requête, de procès, bref, de plusieurs figures qui vont être au cœur de notre discussion avec nos invités qui répondent à la thématique du jour sur le nouvel âge de la politique en la plongeant dans un passé beaucoup plus lointain, mais également au sujet de notre table ronde qui est interpeller le pouvoir. La question que nous allons poser aujourd'hui, c'est comment, depuis le XIIIe siècle et depuis Louis IX, anciennement appelé Saint-Louis, sujets ou citoyens ont-ils interpellé le pouvoir qui était au-dessus d'eux? C'est ce que nous allons voir avec Béatrice Bougnol du journal La Croix, qui est notre partenaire aujourd'hui, ainsi que le magazine L'Histoire, mais également avec nos trois invités. Marie Dejoux, elle est maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à Paris 1, et elle est à côté de moi. Elle est auteure d'un très grand livre qui s'intitule « Les enquêtes de Saint-Louis, gouverner et sauver son âme » dans la collection Le Nœud Gordien aux presses universitaires de France, avec Éric Anceau, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université, qui nous accueille ici même. Il est spécialiste du Second Empire et en particulier de la figure de Napoléon III face à son peuple, le peuple de France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et Gérard Noiriel est également avec nous. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et il est l'auteur d'un livre qui fait grand bruit et qui a été beaucoup poussé par le mouvement que nous connaissons, qui est un peu à l'origine d'ailleurs de la discussion que nous avons aujourd'hui, à savoir ce mouvement des Gilets jaunes. Son livre, publié aux éditions Agone, s'intitule « Une histoire populaire de la France ». Alors la première à intervenir dans cette discussion face à tous les lycéens et lycéennes que nous avons en face de nous, du lycée Colbert, Henri IV, Péguy, Chaptal et Lamartine. Je pense que j'ai cité tout le monde, mais je n'en suis pas sûr. J'en ai oublié ? Voilà, donc je vous rajoute dans la liste. Merci d'être là. Et c'est Marie Dejoux. Marie Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'un travail qui d'ailleurs est un peu l'antithèse de ce qu'on veut dire aujourd'hui, puisqu'il s'agit des enquêtes d'un roi vis-à-vis de ses sujets et non pas des requêtes de ses sujets vis-à-vis de ce souverain. Mais néanmoins, on a trouvé intéressant de remonter dans ce Moyen-Âge pour essayer de comprendre quel lien il y avait entre des sujets et un souverain, à savoir Saint-Louis, ce souverain donc, qui, à un moment donné de son gouvernement, a décidé d'en appeler à ces sujets pour comprendre ce qui allait ou ce qui n'allait pas dans le royaume de France. Tout à fait. Alors disons que de mon côté, les recherches que j'ai pu mener dans mon travail doctoral se situeraient plutôt du côté en fait, de la grande consultation qui est organisée aujourd'hui par le président Macron, puisque bien entendu, ces grandes enquêtes qui ont été organisées par Louis IX avant son départ à la croisade sont une démarche qui part du haut. Louis IX, en effet, avait à ce moment-là un enjeu qui était bien particulier, qui était la pacification de son royaume. Il le quittait pour la croisade, il risquait d'y trouver la mort, il fallait donc qu'il pacifie à la fois son royaume et son âme, d'où la décision de faire remonter, ou en tout cas de faire collecter, des milliers de plaintes destinées en fait à faire restituer les biens mal acquis par ses officiers, mais également par lui-même. Alors ça signifie qu'il y a donc une demande, il y a donc quand même, il entend quelque chose qui se passe avant de partir. Il se dit, je vais partir en croisade, je ne veux pas que si j'y meurs, mon successeur ou celui qui va me succéder retrouve le royaume dans un sale état. Et donc à partir de ce moment-là, son idée, c'est de faire en sorte de faire semblant ou de faire véritablement une consultation auprès de son peuple pour ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas dans l'administration du royaume. Alors la démarche, elle est toute individuelle, hein, parce qu'il faut la resituer dans le cadre de la rédaction de son testament, en fait. Il veut véritablement donc là, on est en 1248. On est en 1247, donc 1247-1248 pour les premières enquêtes. Et ici, en fait, la démarche est véritablement une démarche de justice, puisqu'on a très longtemps comparé ces enquêtes de réparation au cahier de doléances de la Révolution française. On pensait que le roi voulait faire remonter les plaintes de son peuple, puisqu'en effet, ce qu'on conserve aujourd'hui, ce sont 10 000 plaintes d'hommes et femmes du XIIIe siècle. Mais si l'on se penche véritablement sur la transmission de ces enquêtes aux archives royales, par exemple, on se rend compte que celles-ci ne sont pas parvenues au Trésor des Chartes avant la mort du souverain,
voire avant le 19e siècle. Bref, l'assimilation de ces enquêtes au cahier de doléances est une sorte de mythe historique, de premier mythe fondateur finalement de la France, qui continue de penser que finalement ce sont les citoyens qui seraient aux commandes dans ce type d'investigation. Mais alors justement, quel est le but finalement du pouvoir avec ces enquêtes, puisque vous venez de le dire, il n'en prendra finalement pas connaissance, en tout cas il n'aura pas connaissance d'une synthèse générale des plaintes qui vont être ainsi recueillies. Alors il ne s'agit en aucun cas de libérer la parole des sujets du Royaume de France. On a pensé qu'il s'agissait de se plaindre librement de l'administration, hein. Ça n'est pas du tout le cas. Les sujets sont invités à venir déposer des plaintes chiffrées, détaillées, sur des biens qui auraient été usurpés soit par les officiers, soit par le roi de France en personne. Et finalement, ces enquêtes sont une sorte d'opération politique magistrale, mais qui est fondée quand même sur le terrain par des réparations sonnantes et trébuchantes immédiates. C'est-à-dire que, en l'occurrence, les gens s'estiment spoliés de leurs biens. Et donc, le roi leur dit, dites-nous combien vous avez perdu dans cette opération de spoliation, dites-nous combien nos officiers qui sont sur le terrain auprès de vous ont-ils pris pour leur part alors qu'ils devaient ne pas prendre cet argent ou ces biens. Et au bout du compte, tout de même, il y a un processus de réparation. Exactement. On est véritablement dans un idéal de gouvernement qui n'est pas du tout celui qui va naître ensuite, qui est celui de la réforme, où l'on recueillerait les plaintes pour ensuite, encore c'est relativement mythique, faire une loi qui vient réparer les abus. Ici, vraiment, la réparation, elle est monétaire, elle est financière. Il s'agit véritablement de réparer, par exemple, le prix d'un bœuf qui a été confisqué par le bailli, etc., etc. Béatrice Bougnol. Donc vous écrivez effectivement très, très précisément qu'il s'agit moins pour le pouvoir de connaître en fait son peuple, ses sujets, que de se faire connaître lui-même. Vous disiez aussi d'apaiser le royaume, donc effectivement de faire connaître le pouvoir à l'ensemble des régions de France. Est-ce qu'il y parvient ? Est-ce que finalement la suite de ces enquêtes montre que le pouvoir atteint son but ? Alors on est effectivement dans le cas de ce que j'ai appelé une pastorale politique. Il s'agit de diffuser à l'échelle du royaume tout entier pour la première fois, hein, parce que c'est la première fois que des enquêtes sont menées à l'échelle du royaume tout entier, l'image d'un roi juste et d'un roi bon. Aujourd'hui, je suis sûre que nous avons encore tous en tête l'image du roi Louis IX sous son chêne. Saint-Louis sous son chêne. Mais en fait, cette image, elle a été véhiculée par un seul des hagiographes de Saint-Louis, Joinville. Et c'est la biographie du roi qui a fait le plus gros four à l'époque. Donc en fait, ce n'est pas du tout l'image que les hommes du XIIIe siècle avaient en tête. Mais par contre, c'est le premier roi à avoir justement eu cette idée de faire ces grandes enquêtes de réparation qui ont véhiculé en effet qui avait pour but et de véhiculer un sentiment de consentement à la domination auprès du peuple, un sentiment d'amour pour le roi, mais en laissant quand même toutefois le sujet bien à sa place, puisque pour pouvoir obtenir réparation, il fallait prendre la posture de l'humble suppliant vis-à-vis des enquêteurs et vis-à-vis du pouvoir royal. Alors tout le monde, on sait tout de même, quand on travaille en sciences politiques, sur la façon dont les citoyens, depuis la Révolution française, mais dont les sujets auparavant s'emparent des moyens qui leur sont donnés par le pouvoir ou qui leur sont offerts un peu par accident par le pouvoir, on sait très bien qu'un citoyen ou un sujet peut détourner la demande du pouvoir en faisant autre chose. Est-ce que les sujets du roi de France au XIIIe siècle, sous Saint-Louis, sous Louis IX, ont-ils, à un moment ou à un autre, détourné cette opération de communication politique, parce que c'est une opération de communication politique que fait Louis IX, à leur propre profit? Est-ce qu'ils en ont tiré un profit quelconque? Il est assez difficile de répondre à cette question, mais quand on se penche vraiment dans le détail des dépositions et qu'on peut avoir quelques éléments sur la véracité en fait, des griefs qui sont reprochés, de temps en temps, on a en effet certains déposants qui sont venus demander des réparations d'exactions qui n'avaient pas été commises. Donc ici, oui, on a une sorte de dépassement des buts de l'enquête. Et de prise d'autonomie des sujets par rapport à cette administration, est-ce qu'on voit cela ?
Alors la prise d'autonomie, on la voit dans un autre mécanisme qui n'est plus l'enquête qui est diligentée par le pouvoir royal, mais par la requête. Puisqu'en fait, Louis IX, la grande démonstration qu'il réussit à faire pendant ses enquêtes de réparation, c'est « vous, sujet, vous pouvez licitement m'accuser moi et accuser mes officiers ». Et dès lors, il enclenche un processus qui est un processus de requête qui va nourrir son tout jeune Parlement de Paris, 1254, on est vraiment juste après les enquêtes de réparation. Et c'est plutôt par le biais de la requête qui monte des sujets vers le Parlement qu'on voit véritablement une prise d'autonomie finalement de ces sujets vis-à-vis de la demande de la pétition. Qu'est-ce que cette nouvelle institution, le Parlement de Paris, en quoi est-elle véritablement nouvelle au milieu de ce XIIIe siècle et va-t-elle perdurer jusqu'à la Révolution française en l'occurrence, et donc va avoir une importance très grande tout au long de l'Ancien Régime en l'occurrence, Marie de Joux? Alors le règne de Louis IX est particulièrement important en la matière puisque c'est le moment où au sein de la Curia Regis, c'est-à-dire la cour royale, se détachent progressivement des spécialistes auxquels on remet une robe, qui sont des légistes, des hommes de loi, qui deviendront ce qu'on appelle la Curia in Parlamento, le Parlement, et également la Curia in Compoto, la Chambre des comptes. Donc on voit des institutions qui commencent à naître, mais qui naissent parce qu'elles agissent. Et c'est bien parce que justement, il y a ces requêtes qui sont suscitées par le pouvoir royal, qui nourrissent une activité en fait, de justice de plus en plus nourrie, que le Parlement devient Parlement en parlementant. Et après Louis IX, puisque vous venez de le souligner, en fait, c'est Louis IX qui va faire finalement de ces enquêtes et de ces requêtes un élément central de l'art de gouverner. Est-ce qu'après lui, que devient cet héritage après lui? Est-ce que le pouvoir continue à se fonder sur ces deux interpellations finalement de la population? Alors bien entendu, la requête est centrale, les requêtes affluent au Parlement, le constituent comme je le disais, et ça c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui va se prolonger jusqu'à la période moderne et encore après. C'est donc une demande de justice en l'occurrence. On va Exactement. passer par le Parlement pour demander justice. On saisit la cour du roi, le tribunal du roi, puisque et en le saisissant, on en fait un tribunal qui est souverain à tous les autres. Il faut bien voir qu'on est ici dans le cadre d'une compétition judiciaire que se mènent le roi de France et les autres justiciers du royaume. Et pendant très longtemps, on a pensé que le roi imposait sa justice de manière relativement frontale. On pense tous à l'affaire Enguerrand de Coucy, où il menace son baron de le faire pendre puisqu'il a refusé de se soumettre à l'enquête. En fait, ça ne se passe pas véritablement comme cela. Ça se passe plutôt justement par la promotion de la justice royale comme plus équitable que les autres justices en circulation. Et donc, on incite le plus possible les sujets à faire des requêtes auprès du Parlement et du tribunal royal. Alors évidemment, tout cela changera dans les siècles suivants, avec effectivement un pouvoir de plus en plus important des parlements, et pas simplement du Parlement de Paris, mais de tous les parlements qui vont s'installer sur le territoire du Royaume de France, et une royauté qui va vouloir contrebalancer ce pouvoir trop grand en tentant de museler les parlements. Mais on n'en est pas encore là. On est à l'origine même de cette requête des sujets du roi de France par l'intermédiaire de cette justice royale qui serait supérieure à toutes les autres justices seigneuriales, par exemple, pour pouvoir avoir plus de justice et en même temps pour pouvoir mieux gouverner son territoire. C'est cela, Marie de Joux? Tout à fait. Alors, on a avec nous Gérard Noiriel. Vous vous êtes lancé dans une entreprise très vaste, très gigantesque, après avoir été un grand spécialiste de l'histoire de l'immigration au 19e et au 20e siècle, avoir travaillé sur le creuset français, ce qu'était devenu la France à partir du moment où elle avait accepté de plus en plus d'étrangers sur son sol. Vous êtes lancé dans une entreprise très importante qui est de faire une histoire populaire de la France, sur le modèle peut-être, ou en tout cas avec en optique ce qu'avait fait pour les États-Unis Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis. Vous avez donc... vous êtes sorti de votre zone de confort, pourrait-on dire, Gérard Noiriel. Votre zone de confort, c'est le 19e et le 20e siècle. Et là, vous êtes allé beaucoup plus haut. Vous n'êtes pas allé aussi loin que Marie de Joux. Vous êtes intéressé à la période du 14e, 15e siècle pour commencer, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, la constitution, ce qu'on appelle traditionnellement de la nation ou de l'État français en tous les cas. Et vous êtes donc intéressé en particulier à tout ce qui, dans
l'Ancien Régime a montré l'émergence d'un peuple, l'expression d'un peuple qui serait plus autonome que ce que nous a montré Marie de Joux, un peuple qui prendrait la parole de diverses manières tout au long de l'Ancien Régime. Alors ça peut être la révolte, ça peut être la Révolution, et la Grande en particulier, ça peut être le passage par la justice, comme le Parlement ou les parlements, enfin diverses manières pour les sujets du roi de France de dire qui ils sont et ce qu'ils veulent. Oui, d'abord, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir avoir cette discussion avec vous. Donc, effectivement, cette problématique-là que j'ai essayé de développer, elle a été élaborée à partir des recherches que j'ai menées, moi, surtout sur le 19e et le 20e siècle, mais aussi à partir d'une double formation d'historien et de sociologue, donc beaucoup marqué par exemple, Norbert Elias, qui a beaucoup travaillé sur la longue durée, sur la formation de l'État, sur la formation des nations aussi, dans une perspective comparatiste. Et voilà, j'ai construit un petit peu mon modèle de cette manière-là, et effectivement, en partant de l'idée, mais là, on peut avoir d'autres points de départ, hein, mais que le peuple, on pouvait le faire commencer à l'époque où les Français étaient des sujets, non pas des citoyens, parce que souvent on fait commencer avec la Révolution française, le peuple, et donc à partir de ce moment-là, on revient un peu à ce que vous disiez, c'est effectivement la dépendance par rapport à l'État central, par rapport à l'impôt, qui assujettit des sujets. Et donc pour moi, c'est un point de départ, parce qu'il y a un lien du coup qui se crée. C'est un lien de subordination, évidemment, mais qui constitue un ensemble qui différencie un peuple d'une population. Population, c'est des individus les uns à côté des autres. Un peuple, on doit trouver un lien entre eux. Voilà comment, disons, j'ai construit mon affaire. Et donc, c'est l'impôt. Je pense, oui, c'est l'impôt. Alors, évidemment, la question compliqué, c'est qu'à cette époque-là, il y a une multitude aussi de pouvoirs. On n'est pas dans une logique comme aujourd'hui avec un État centralisé, avec un chef d'État, un Parlement, etc. C'est extrêmement divers. C'est-à-dire que les formes aussi d'intervention du peuple, au sens large du terme, elles peuvent toucher des formes de pouvoir différents. Il y a le pouvoir ecclésiastique, l'Église. Le pouvoir ecclésiastique, les seigneurs, le pouvoir central. Très souvent, d'ailleurs, je parle sur le contrôle médiéviste, ce n'est pas tellement le roi qui est en cause, hein, parce qu'au contraire, on dit le roi ne sait pas. C'est plutôt le représentant du roi qui est visé, etc. Donc voilà, il y a cette extraordinaire diversité, mais malgré tout, à partir du moment où, sur Charles VII, il y a la mise en place de l'impôt royal régulier, etc., on peut dire, l'installation définitive, en tout cas jusqu'aujourd'hui, d'un État français qui va changer de forme au cours du temps, qui va devenir après un État-nation, hein, puis après un État social, comme on dit. Aujourd'hui, on est peut-être dans une phase de mutation, mais voilà, il y a toutes ces phases-là qui me permettaient de construire, disons, une histoire en longue durée. Béatrice Bougnol. Oui, alors justement, Gérard Noiriel, il y a des révoltes qui vont ponctuer l'Ancien Régime contre cet impôt, contre les taxes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous parler en quelques mots de la révolte des Croquants, dont vous avez écrit, sur laquelle vous avez écrit quelques pages dans votre Histoire populaire de la France? Voilà, disons, il y a plusieurs révoltes des Croquants. C'est une histoire qui dure sur plusieurs siècles, et qui sont effectivement des révoltes paysannes, presque toujours motivées par la question de l'impôt, justement. Donc ça peut être parce que, par exemple, la première grande révolte des Croquants au début du XVIIe siècle, ça correspond à ce que les historiens spécialisés de cette question-là appelaient le tour de vis fiscal. Vous savez, à l'époque de Louis XIII, où la France s'engage dans la guerre de 30 ans, donc il faut de l'argent, il faut trouver de l'argent pour payer des mercenaires, etc. Enfin, il y a tout ce processus, et hop, on rajoute un impôt, et à ce moment-là, donc, ça génère une révolte. Donc ça se passe surtout dans le sud-ouest, et ça prend des proportions énormes, hein, je veux dire. C'est 1635, aux alentours de 1635, voilà, à ce moment-là. Ça, oui. Et c'est à la campagne, mais c'est en ville aussi, à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux aussi, il y a de très grandes manifestations et de très grandes révoltes. Oui, et le pouvoir, les forces répressives locales sont insuffisantes. Il faut déplacer des troupes d'autres régions, d'autres fronts pour mater la révolte. Et ce qui est frappant aussi à cette époque-là, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible, hein. Ça se termine, les gens qui se lancent des révoltes comme ça, c'est parce qu'ils sont souvent à la limite de la survie. Ils font ça parce que c'est ça ou la mort de toute façon.
ils sont à la limite de la survie. On sait que dans l'Ancien Régime, dans le monde paysan, eh bien, il n'y a pratiquement pas de suffisamment d'accumulation, on pourrait dire, permettant de faire des bénéfices ou de prévoir sa vie. Il suffit qu'il y ait des calamités, des épidémies, une guerre, etc., pour que la mortalité augmente brutalement. Donc ces gens-là, ils sont acculés, je dirais. Et ils savent que beaucoup risquent leur vie, beaucoup meurent, d'ailleurs il y a des milliers de morts. Mais voilà, c'est donc pour montrer quand même l'atrocité des formes de contestation, de répression de cette époque-là par rapport à aujourd'hui. Oui, et donc ces contestations passent parfois par la voix de gens qui ne sont pas des gens du peuple, mais qui sont des lettrés, et vous insistez beaucoup dans votre histoire populaire de la France sur ces figures qui sont des figures intermédiaires entre les pouvoirs supérieurs et le peuple, qui sont des gens qui portent la voix des plus défavorisés, qui, eux, n'ont pas toujours la parole et n'ont pas la possibilité de la faire entendre, du moins par écrit, et qui donc trouvent dans les bourgeois, trouvent dans les populations des villes, des gens qui vont porter leur voix jusqu'au pouvoir central. Voilà, ça c'est très important. C'est aussi lié à la question, la diffusion de l'écriture, c'est-à-dire de la communication à distance. L'écriture permet une communication à distance, et donc pendant très longtemps, la plupart des paysans sont dépourvus, ils n'ont que l'oral. C'est pour ça que souvent ces révoltes, elles sont vraiment communales, ancrées dans le village, et on cherche toujours dans la commune, dans le village, comme on disait, le bien sachant, c'est-à-dire celui qui aura un minimum de compétences en écriture, de façon à coucher par écrit les revendications. Ça peut être des curés, ça peut être des artisans, ça peut être des gens qui ont une petite culture, parfois même des officiers, comme on disait, des petits officiers dans les villes. Il y a tout un jeu aussi, une complexité dans les relations de pouvoir, dans les rapports entre les campagnes et les villes, etc. Et là où les révoltes prennent vraiment de l'importance, je dirais presque, c'est un peu le problème encore d'aujourd'hui, c'est quand ceux qui sont à l'initiative de la révolte sont capables de tisser des alliances. Quand il y a une alliance qui se fait entre les paysans et le petit peuple des villes, alors là, ça devient très très sérieux pour le pouvoir royal. Béatrice Bougnol. C'est d'ailleurs ce qui se passe à Sedan, à la manufacture de Sedan, cette alliance entre les petits paysans et les ouvriers des villes. Oui, alors ça c'est effectivement très intéressant, ces révoltes. Alors là on touche aussi à la question ouvrière. Là on est au XVIIIe siècle, donc on est à la veille de la Révolution française, au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, c'est les tondeurs donc de Sedan, de la manufacture de Sedan. Qui effectivement réussissent par des formes de corporation, par le fait à établir une norme de travail. Ils contrôlent l'embauche, etc. Et c'est ça que le libéralisme naissant, parce qu'on est au début aussi du capitalisme et du libéralisme, donc les patrons de ces entreprises veulent casser cette capacité qu'avaient les ouvriers qualifiés, comme les tondeurs, de pouvoir contrôler le rythme de travail, de contrôler les embauches, etc. Donc il y a des grèves extrêmement dures. Alors là, je peux vous dire que celui qui ne faisait pas grève, il subissait les avanies, il était mis à l'écart de la communauté, etc. Je ne me rappelle plus du terme exact, mais il était vraiment rejeté. Il y a des formes très violentes de rejet de ceux qui ne participent pas au mouvement de lutte. C'est des choses qu'on retrouve un peu aujourd'hui sous des formes beaucoup plus pacifiques, mais qui contribuaient à créer la densité de ces luttes. Et il faut, là encore, finalement, ces luttes sont perdantes presque toujours. Et c'est comme ça que la manufacture de draps, donc de Sedan, va complètement évoluer, basculer vers des formes de production capitaliste. Alors tout de même, il ne faut pas laisser croire que sous cet ancien régime, les révoltes sont les seules manières de faire savoir ou porter sa voix. Il y a donc, en particulier au XVIIIe siècle, tout un tas d'intellectuels, on ne les appelle pas encore comme cela, qui vont porter leur voix par l'intermédiaire de l'esprit des Lumières. Mais il y a aussi, on l'a dit, les requêtes au Parlement, les requêtes en justice, qui permettront petit à petit de voir apparaître la voix du peuple là où auparavant elle n'était pas présente. Mais pas tout le peuple, tout de même. Il y a aussi ceux qui n'ont aucun droit. Il y a les esclaves de l'Ancien Régime, il y a les populations qui sont totalement marginalisées dans les espaces que l'on a conquis, par exemple. Et ces voix-là sont plus difficiles à entendre, ces interpellations sont plus difficiles à entendre. Et il y a une autre manière d'interpeller le pouvoir, c'est de fuir. Ça n'est pas la grève, mais c'est par exemple le nègre marron qui décide de ne plus participer à la plantation dans laquelle il est esclave, par exemple. Et cela, ce nègre marron qui fuit la plantation,
c'est aussi une manière de dire au pouvoir, je ne veux plus de ce pouvoir que vous exercez sur moi. Oui, c'est important de souligner aussi que les formes de résistance, elles ne prennent pas forcément des formes telles qu'on imagine, c'est-à-dire de la lutte collective, etc. La fuite peut en faire partie. Je pense que la fuite, même les formes de comportement, vous voyez, de contournement parfois, ou de stratégie comme ça, de résistance bloquée dans les entreprises. Par exemple, ça peut être l'absentéisme, le turnover, comme on dit. C'est très, oui, très ou important. faire ce qu'on appelait dans le temps, faire de la perruque, c'est-à-dire travailler pour soi avec les outils de l'entreprise. Oui. Et dans les plantations, chez les esclaves, oui, il y a cette logique des nègres marrons, donc des gens qui fuyaient la plantation, qui après se retrouvaient en communauté dans les montagnes, on a eu ça à la Réunion, aux Antilles, etc., et qui du coup mettaient en crise le système parce que c'était une main-d'œuvre et qui faisait défection. Le suicide aussi parfois. On a des exemples dans l'Empire colonial de suicide, c'est la forme la plus radicale. De l'interpellation. Oui, de l'interpellation, puisqu'on disparaît, donc on n'est plus une force de travail quand on se suicide, évidemment. Donc voilà, il y a aussi ces formes de résistance qui sont importantes à rappeler. Oui. Éric Anceau, j'ai dit vous êtes spécialiste du 19e siècle, mais évidemment, quand on est spécialiste du 19e siècle, on est aussi de la fin du 18e et de la Révolution française. Tout ce qui vient d'être dit à la fois par Marie Dejoux et par Gérard Noiriel vous intéresse parce qu'effectivement, un nouveau régime se met en place, pourrait-on dire, au tournant du milieu du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française. On voit bien qu'il y a à la fois à l'extérieur du royaume, avec les libelles qui sont publiés par tout un tas d'opposants qui ont quitté la France pour aller à Londres, pour aller aux Pays-Bas ou pour aller en Suisse et publier contre le roi de France, par exemple. Il y a tout un tas de manières d'interpeller le pouvoir qui sont des manières nouvelles, d'une certaine façon, extrêmement dynamiques et qui font trembler le pouvoir en place, à savoir celui de Louis XV ou celui de Louis XVI, Éric Anceau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a une explosion des critiques qui viennent de l'élite, en fait, dans le second XVIIIe siècle, et une explosion également des revendications populaires qui vont trouver jour avec la convocation des États généraux et la fameuse rédaction des cahiers de doléances, même si, on l'a évoqué, je crois que c'est Gérard Noiriel qui l'a fait tout à l'heure, il y a un certain nombre de filtres, puisque c'est l'élite qui rédige au bout du compte les cahiers qui remonteront via les députés jusqu'à Versailles et jusqu'au roi, et en particulier le duc d'Orléans et son secrétaire Choderlos de Laclos, qui feront circuler un certain nombre de modèles, puisque le duc d'Orléans cherche à mettre en difficulté son cousin, le roi Louis XVI. Et donc, ce moment est un moment important parce qu'on va rentrer dans un autre régime. On va créer ce citoyen qui n'existait pas auparavant, puisqu'on était sujet du roi. Et ce citoyen va donc prendre en charge de nouveaux droits qui vont être des droits d'interpellation, la création d'une Assemblée nationale, la création, à la suite de ces États généraux, de l'abolition des privilèges. Tout cela, évidemment, rompt considérablement le régime qu'on a décrit auparavant pour rentrer dans un nouveau régime, en l'occurrence, Éric Anceau. Oui, déjà, d'un pouvoir qui est le pouvoir royal, un monarque absolu, on passe à deux pouvoirs, parce que vous avez le roi d'une part, et vous avez également l'Assemblée nationale constituante à partir de 1789, et cette intrusion également du peuple par le biais des pétitions. Sous l'Ancien Régime, il y a des pétitions, mais c'est des pétitions extrêmement respectueuses à l'égard du roi, des pétitions qui sont individuelles. Et au moment de la Révolution, on va avoir des pétitions qui deviennent des pétitions collectives et qui peuvent être très très violentes. L'une des plus célèbres est la pétition qui aboutira au Champ de Mars sur l'autel de la Patrie le 17 juillet 1791. Une pétition à l'origine de laquelle se trouve le club social et le club des Cordeliers, donc des personnalités qui vous parlent. On citera Danton, on citera Marat, on citera Hébert. Et le pouvoir est un petit peu désemparé. Le pouvoir, c'est Lafayette, commandant de la garde nationale, c'est Bailly, le maire de Paris. Ils décréteront la loi martiale. Et cette pétition portée par une foule de 50 000 personnes, eh bien, on tirera sur la foule. Il y aura une cinquantaine de morts. Toute l'historique des pétitions sur le XVIIIe et le XIXe siècle est de ce fait extrêmement intéressante parce que le pouvoir va chercher à reprendre le contrôle sur ces pétitions. Et immédiatement après cette affaire du Champ de Mars, l'Assemblée nationale, qui est désormais la législative, va décider de limiter à 10 le nombre de pétitionnaires qui pourront venir déposer une pétition à la tribune. Et puis là, on a les aléas de la Révolution. En 1793, il y a une gauchisation de la Révolution.
La Constitution de 93 ne met plus de limites. On va avoir donc des intrusions populaires à l'Assemblée nationale ou à la Convention nationale qui parfois tourneront très mal. Au moment des journées de prairial en Troie, donc là on est au printemps 1795, on a un député qui s'appelle Féraud qui va voir la tête découpée et placée au bout d'une pique par le peuple porteur d'une pétition. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Béatrice Bougnol. Au XIXe siècle, que va devenir ce droit à l'interpellation que le tout nouveau citoyen a trouvé, notamment avec la pétition, mais est-ce qu'il y a d'autres manières aussi d'interpellation qui vont se mettre en place? Alors, je reste un instant sur la pétition parce que c'est, me semble-t-il, très intéressant par rapport à notre problématique. La monarchie restaurée en 1814-1815 maintiendra ce droit de pétition dans la charte. Donc après la chute de Napoléon. Après la chute de Napoléon, mais l'encadrera très très fortement. J'ai un jeune collègue qui s'appelle Benoît Agnès qui a fait sa thèse des pétitions comparées en France et en Grande-Bretagne à la même époque. C'est une tradition britannique. Pour vous donner une idée, 400 000 pétitions entre 1815 et 1848 en Grande-Bretagne, mais 40 000 tout de même en France. Alors, la Deuxième République, le Second Empire... Qu'est-ce qu'on dit dans ces pétitions, justement, de la Restauration? On demande quoi exactement? Alors, à peu près tout. Alors, bien évidemment, énormément de revendications fiscales. Hein, une baisse des impôts, ça c'est une récurrence, on l'a vu tout à l'heure, de l'histoire de France. Mais aussi, et là, on va dire un peu dirigé par l'élite, les têtes pensantes libérales, des pétitions pour la libéralisation du régime de la presse. Ça, c'est l'une des récurrences. Il faut dire qu'à l'époque, effectivement, après la chute de Napoléon, la Restauration met en place un régime de la presse qui est extrêmement drastique, qui surveille cette presse qui est naissante et qui se développe beaucoup dans ces années 1820 et surtout 1830. Et que, évidemment, beaucoup de gens qui écrivent et qui sont des gens qui ont connu de loin ou de près la Révolution ont envie d'avoir la possibilité d'écrire beaucoup plus et d'avoir plus de capacité d'opinion dans cette presse naissante, mais le pouvoir les empêche. Tout à fait. Et avec Louis-Philippe, donc en 1830, le roi citoyen, une libéralisation du régime de la presse, mais dès 1835, un nouveau tour de vis suite à des attentats contre le roi. Donc ça, c'est une récurrence. Un élargissement du droit de suffrage, puisque là, on est dans le cadre de monarchie censitaire, la Restauration et la monarchie de Juillet, et une revendication qui monte... Censitaire, ça veut donc dire, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, ça veut donc dire qu'on n'a le droit de vote que si on paye un certain sens, donc une certaine quantité d'impôt, un certain niveau d'impôt. Donc il y a une revendication de suffrage universel masculin. Et là, il y a un parallèle, bien évidemment, avec la Grande-Bretagne. Vous avez une grande réforme qui élargit le droit de suffrage en 1832 en Grande-Bretagne, mais montant des classes ouvrières. Vous avez ce qu'on appelle le mouvement chartiste, qui va avec 3 vagues de pétitions, des pétitions qui recueillent pour certaines 1 million de signatures, réclamer le suffrage universel. Donc, bien évidemment, les Français regardent ce qui se passe outre-Manche et revendiquent la même chose. Et puis, tout un tas, je voudrais en dire un mot quand même, tout un tas de pétitions également autour du système scolaire, y compris d'ailleurs pour ce qui est des élèves plus avancés des lycées, pour essayer d'obtenir une démocratisation de ce système. Et là, très souvent, c'est piloté par l'élite. Dans les années 1840, vous avez toute une vague de... Ça a été étudié, j'évoquais tout à l'heure Benoît Agnès, tout un tas de pétitions autour du système scolaire, les uns voulant le libéraliser, les autres voulant le démocratiser. Béatrice Bougnol. Oui, alors on chemine encore un peu plus dans le temps. On arrive à ce que vous avez étudié comme l'Empire libéral, c'est-à-dire que là, on est maintenant aux alentours des années 1860. Donc il y a eu la révolution de 1848, la suppression de cette révolution, enfin le coup d'État de 1851 qui a vu arriver Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, qui deviendra Napoléon III. Absolument. Et donc, en 1868, je crois, il y a ce droit d'interpellation, appelé vraiment comme cela, le droit d'interpellation qui est remis. Le pouvoir sent qu'il doit prendre un peu le pouls de la population. En quoi consiste-t-il et en quoi il diffère du droit d'adresse qui existait avant que ce droit d'interpellation soit à nouveau à disposition des députés ? Alors là, c'est pareil, quand on fait l'histoire parlementaire, c'est un peu une sinusoïde. Vous avez le droit d'adresse à certains moments donnés. Donc on a le droit de s'adresser au souverain. Oui, mais ce sont les députés, en fait, ouais. Si vous voulez. Les députés qui vont adresser au pouvoir exécutif, en l'occurrence, un certain nombre de requêtes pour qu'il amende sa politique de l'année à venir. Donc ça, c'est le vote d'une adresse
octroyée par le souverain. Et puis à d'autres moments donnés, les députés peuvent intervenir sur tout débat et interpeller le pouvoir. Et c'est ce qui est effectivement remis en place en 1867. Je précise que sous le Second Empire, vous aurez les pétitions que j'évoquais tout à l'heure. Le réceptacle de ces pétitions, c'est le Sénat. Mais quand on poursuit un petit peu, on va se rendre compte que la Troisième République, et oui, on donne souvent en référence la Troisième République, elle va interdire le droit de pétition. C'est très très intéressant. Dans les lois constitutionnelles de 1875, ce droit de pétition qui existait depuis l'Ancien Régime disparaît. Mais tout de même, il y a quelque chose de particulier à ce 19e siècle sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Éric Anseau. C'est un 19e siècle qui change de régime tous les 5 ou tous les 10 ans, avec un empire pour commencer, une révolution d'abord à la fin du 18e, un empire, une royauté, un deuxième type de royauté, pourrait-on dire, avec Louis-Philippe, une première révolution, un empire à nouveau, et ensuite, effectivement, une république. J'imagine que tous les pouvoirs ont peur de cette adresse, ont peur de cette façon que le peuple peut avoir d'intervenir. Donc on va tenter de limiter cette intervention du peuple, ce droit de pétition, ce droit à la révolte. On sait combien effectivement l'empire autoritaire du premier empire de Napoléon III a été extrêmement sévère pour les opposants. Donc on voit bien que ça n'est pas simple pour n'importe quel souverain ou gouvernant d'imaginer qu'on puisse laisser la parole au peuple. Oui, ça c'est une forme de récurrence. C'est vrai qu'on va chercher à encadrer la parole populaire. Vous évoquez l'Empire. L'Empire, à ses tout débuts, va créer même un ministère de la police générale, ressuscité de celui du Premier Empire avec Fouché, que vous avez tous en tête. C'est Maupas qui est le ministre de la police générale au début du Second Empire, qui est un ministère de l'opinion publique. Parce que Napoléon III veut prendre en temps réel, il n'y a pas de sondage à l'époque, le pouls de l'opinion publique. J'introduirais tout de même une petite nuance. Là, on a évoqué, enfin j'ai évoqué pour le 19e siècle, le rapport du peuple avec le pouvoir législatif. Disons quand même un petit mot peut-être du rapport du peuple avec le chef de l'État, ou plutôt du chef de l'État avec le peuple. Il y a un moyen pour le chef de l'État de prendre le pouls de la population, ce sont les voyages. Il peut être très, à l'intérieur du pays. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore, j'allais vous le dire. Voilà. Et il peut être très intéressant de voir un peu, en fonction des chefs de l'État, ceux qui ont été au contact des populations et ceux qui n'y ont pas été. De ce point de vue, Louis-Philippe a été assez précurseur, il faut le dire. Il enverra ses fils, et en particulier le duc d'Orléans qui termina tragiquement, pour prendre un peu le pouls de la population. Mais le véritable précurseur, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, devenu plus tard Napoléon III. Imaginez 80 départements visités par le chef de l'État sur 89 à l'époque. Alors, bien évidemment, encore un peu de boulot pour pouvoir arriver au même niveau. Exactement. Alors, bien évidemment, tout ça est extrêmement encadré. Et nous, malheureusement, l'historien est ici très frustré. Il n'y a pas de traces en archives, parce que c'est des voyages de propagande. Il y aurait pu y avoir une exception. C'est à l'été 1852, après le coup d'État auquel vous faisiez allusion. Louis-Napoléon Bonaparte veut savoir si le pays veut rétablir l'Empire. Et il voudrait le rétablir, bien évidemment, pour lui. Simplement, son ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Persigny, va totalement organiser le voyage. Il va y avoir un filtre avec des foules de commandes qui crieront « Vive Napoléon, vive Napoléon III ». Et forcément, c'est une image un peu biaisée du pays que va avoir le chef de l'État. Gérard Mariel, on arrive sur vos terrains d'origine, pourrait-on dire, le 19e et le 20e siècle, et en particulier la question du mouvement ouvrier, parce qu'effectivement, il y a une autre manière de s'exprimer à partir de ces années 1860, 1870 ou 1880. C'est la grève, c'est l'interdiction de faire entrer la police ou l'armée dans les lieux où on travaille. C'est tout un tas de moyens pour une classe ouvrière qui s'organise justement pour faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec le gouvernement qui est au pouvoir. Oui, alors le mouvement ouvrier avait déjà une histoire au XIXe siècle, hein, mais qui était dominé par les artisans des villes, etc. Et donc il y a une évolution qui se fait à la fin du XIXe siècle avec la naissance de la grande industrie, donc la figure du mineur, donc Zola, Germinal, etc. La naissance donc des syndicats tels qu'on peut encore les voir aujourd'hui. Et du communisme et de tous les communistes, voilà, de tous les socialistes. L'anarcho-syndicalisme à l'époque, la grève générale, etc. Et je veux dire, il y a un changement, effectivement, à mon sens, de paradigme, on pourrait presque dire, qui est un peu la suite de ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a une volonté de la Troisième République d'intégrer
la paysannerie qui faisait peur. Hein. Les ruraux, c'était vraiment... Parce que, à la différence de Napoléon III, c'est que les Jules Ferry, etc., les républicains, c'était des gens donc, des villes et qui regardaient le monde paysan d'une manière très, très péjorative parce qu'ils soutenaient Napoléon III, notamment. Donc, il y a une stratégie d'intégration à la fois des paysans. Les paysans soutenaient Napoléon III et la Nouvelle République qui lui succédait. L'enjeu, ça a été montré à un travaux récents, l'enjeu, ça va être de s'attirer les faveurs de la paysannerie, qui était quand même la classe sociale la plus nombreuse, donc électoralement, qui pesait. Et puis en même temps, il y a eu la Commune de Paris, il ne faut pas l'oublier. Donc cette angoisse du monde ouvrier, d'une nouvelle révolution, etc. Donc il y a une stratégie d'intégration qui va être réussie, on peut dire, par la Troisième République. Par l'école et par l'armée. Par l'école, la nation. Hein, moi, je pense que c'est la période où il y a vraiment la nationalisation de la société. Les grandes lois sur la nationalité française, enfin bon. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a des mutations dans les formes de revendication, de lutte, parce que surtout à partir du moment où les maires sont élus au suffrage universel masculin, donc du coup il y a des maires ruraux, beaucoup, etc. Donc il y a une autre logique qui se met en place, et le syndicalisme, à mon avis, fait partie de cette nouvelle donne, avec des partis de gauche, la structuration gauche-droite à partir de l'affaire Dreyfus. Voilà, on a un nouveau monde, je pense, qui naît du point de vue des revendications. Et ce qui permet aussi de revenir à votre période à vous, Marie de Joux, parce que c'est ce même 19e siècle qui voit des grands historiens naître, qui relisent l'histoire du passé du pays à l'aune de la Révolution française, de l'Ancien Régime et de la nécessité de faire un tout avec cette histoire de la France remontant aux Gaulois en particulier, qui va regarder ces enquêtes, par exemple, sur lesquelles vous avez travaillé, de Louis IX, d'un nouveau regard, en imaginant qu'il peut s'agir justement d'une sorte de précurseur, ces enquêtes, des cahiers de doléances de la Révolution française, alors qu'il n'en est rien, puisque vous avez travaillé sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand en 1855, Edgar Boutaric découvre ces pièces de procédure donc c'est un archiviste, hein, au sein du Trésor des chartes des Archives nationales, immédiatement, on sort une partie des rouleaux des enquêteurs pour les exposer dans le tout jeune musée de l'histoire de France, pour montrer en quoi ces enquêtes sont les ancêtres des cahiers de naissance. Puisqu'il y a quand même aussi un enjeu qui traverse tout le 19e siècle, c'est réussir à réconcilier l'ancienne France et la nouvelle. On essaye donc de trouver... L'ancienne France, c'est celle de l'Ancien Régime et celle qui était sortie de la Révolution. Exactement. Donc pour la faire courte, les royalistes et les républicains. Hein, et il faut trouver des figures qui permettent d'incarner le consensus. Et là, il y a une figure qui est parfaite, c'est celle de Louis IX, puisque Louis IX, en exerçant la justice, donc une prérogative qui est celle de l'État, permet mieux que quiconque de réconcilier les deux camps. Il devient un héros pour les deux camps. Et la découverte des enquêtes, elle s'inscrit en plus dans un contexte scientifique propre à l'histoire et aux historiens, puisqu'on rentre dans ce qu'on appelle l'histoire méthodique, c'est-à-dire que les historiens commencent à avoir envie de faire de l'histoire avec des sources et non plus avec les récits qui étaient portés, par exemple, par les hommes du Moyen-Âge, les chroniqueurs, etc., etc., etc. Et donc, la découverte de ces enquêtes, c'est la preuve de cet amour de Louis IX pour la justice, étayée par l'archive. Et donc, c'est beaucoup plus puissant que l'image du vénérable roi sous son chêne. Oui, et donc on a d'un seul coup cette figure de Louis IX qui peut être mise aux côtés de Jeanne d'Arc, par exemple, ou de Henri IV, comme étant les souverains qui, d'une certaine façon, ou les souverains, ou les grands hommes ou les grandes femmes, qui ont permis l'avènement d'une vision démocratique qui serait celle de la Troisième République, en train de faire sa propre histoire en même temps qu'elle fait l'histoire de la France. Béatrice Bougnol. Oui, si on passe maintenant au XXe siècle, on peut peut-être faire d'ailleurs la liaison avec vous, Éric Anceau, puisque vous faites le lien entre cet empire libéral donc de la fin du 19e siècle avec ce que le 20e va, et notamment la constitution de la Ve République, va mettre en place. Comment on peut voir avec vous donc, cette évolution qui nous fait basculer à la moitié du XXe siècle et dans notre régime politique actuel ? Alors, si vous voulez, il y a un hiatus en termes de consultation du peuple, parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore introduit, même si, bien évidemment, ceux qui l'ont inventé, là encore, l'instrumentalisaient complètement, c'est le plébiscite.
le plébiscite, la consultation par le chef de l'État de la population. Alors il faut savoir que sous le Consulat et sous le Premier Empire, ce sont des plébiscites qui sont faits à registre ouvert. En d'autres termes, celui qui aurait le malheur de voter non risque les foudres du pouvoir. Alors, sous le Second Empire, vous avez 2 plébiscites qui ont lieu. Un plébiscite pour avaliser le coup d'État du 2 décembre 1851, secret, il va y avoir un secret du vote, mais dans un climat de terreur. Et puis, vous avez un an plus tard le plébiscite du passage au Second Empire. Donc là, on est en novembre 1852. Par contre, vous en avez un au moment de l'Empire libéral, en 1870. Et tous les constitutionnalistes vous diront qu'en fait, ce plébiscite est un référendum. C'est le premier grand référendum français. Bien évidemment, ce référendum conforte Napoléon III, et lorsque les Républicains vont arriver au pouvoir quelques mois plus tard, il ne peut plus être question de mettre en place un plébiscite ou un référendum. Et le hiatus, en fait... Et pourquoi il ne peut plus être question à ce moment-là Parce que, si vous voulez, on craint, si vous voulez, que la consultation populaire ne débouche sur une remise en cause du pouvoir et éventuellement une population qui irait vers le bonapartisme, vers une monarchie restaurée ou un vote non parce que le pouvoir est en place. Ça aussi, c'est, il faut le savoir, une récurrence aussi possible du référendum. Et il faudra attendre les lendemains, vous le savez tous, de la Deuxième Guerre mondiale, la 4e République et la 5e République pour voir ressurgir ce fameux référendum. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui se penchent sur les similitudes, il y a aussi bien sûr des différences entre la Constitution de 58 et celle de 1870, celle de l'Empire libéral. Alors bien évidemment, entre Louis IX et la consultation très orientée du peuple de France et des sujets du roi, et aujourd'hui il y a beaucoup de différences, mais il y a toujours des figures tout de même, et c'est autour de ces figures que nous tournons avec vous trois, les figures de la requête, la figure de la justice, de la demande de justice, de la demande de pétition, la figure de la contestation des décisions prises par le souverain ou par le pouvoir. Tout cela sont des figures qu'on connaît, y compris dans l'expérience très récente que nous connaissons, Gérard Noiriel. L'expérience très récente. Les quelques mois que nous venons de passer avec les questions des Gilets jaunes et la révolte qui en est issue. Oui, c'est ça. Mais du point de vue, disons, des classes populaires, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les contestations des formes les plus légitimes de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'expression collective. C'est-à-dire que le système qui s'impose après la Révolution, qui est fondé sur la délégation de pouvoir, est contesté dès les sans-culottes et constamment ensuite dans toutes les... Vous voulez dire le système de la représentation? Oui, de la représentation, c'est-à-dire des élites qui disent « nous avons la compétence ». Pour exercer le pouvoir d'État, la seule chose qu'on vous demande, à vous, paysans ouvriers, etc., c'est de mettre un bulletin dans l'urne tous les 4 ou 5 ans. Enfin, je veux dire, voilà, je caricature, mais bon, ceci, c'est constamment critiqué quand il y a des luttes sociales. On le voit en 1848, on le voit à la Commune de Paris, on le voit en 68, etc. Et donc, ça, effectivement, on le retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes sous une forme évidemment qui est différente, mais c'était cette espèce d'obsession de la non-récupération, après la formulation par le RIC, par exemple, qui sont des moyens de nommer cette volonté d'une autre participation à la vie politique du pays. Et cela, ça vous rappelle quelque chose, vous l'avez mentionné très brièvement, Marie de Joux, c'est-à-dire que la consultation par un pouvoir de son peuple est toujours orienté. On l'a évoqué à l'instant même avec Éric Anceau. Le plébiscite, c'est pour voir admettre par le peuple des décisions qui sont déjà prises. Les enquêtes de Louis IX sur lesquelles vous avez travaillé, c'est déjà un peu le cas, et c'est peut-être aussi ce qu'on peut voir aujourd'hui. De Louis IX à nos jours, finalement, le thème central, c'est celui du consentement à la domination. C'est-à-dire le consentement à la domination. Il est en train d'être... Qu'est-ce que vous entendez par là, le consentement à la domination? Le consentement à la domination, j'entends par cela que sous le règne de Louis IX, la domination du roi de France ne va pas de soi. C'est-à-dire que les Languedociens, par exemple, ont d'autres seigneurs pour lesquels ils se battent, dont ils se réclament. Le vicomte de Béziers, le comte de Toulouse. La grande majorité des Français n'a aucune idée de qui est le roi de France. Bref, il faut le faire connaître, il faut le faire reconnaître. Il faut donc que les gens portent un consentement minimal à cette domination. La solution trouvée par Louis IX, c'est de restituer les biens mal acquis par son administration, qui est une mesure qui est simple. Je répare ce que j'ai pris et donc je véhicule l'idée, la double idée, 1, que je suis bon, 2, que mes officiers
peuvent ne pas l'être, et 3, que le pouvoir rend ce qu'il a mal acquis. Et c'est de ce consentement-là qui va permettre à Philippe le Bel d'imposer l'impôt généralisé sur les Français. Sans consentement, pas d'impôt. Et par la suite, on voit bien que si l'on regarde les cahiers de doléances, si on voit aujourd'hui la révolte des Gilets jaunes, c'est bien ce consentement à l'impôt qui est attaqué, et ça attaque les fondements même de notre État. Puisque derrière tout cela, c'est la question du consentement. Un consentement qu'il a fallu pour Louis IX établir, et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye de rétablir en s'adossant à une grande consultation qui lui donnera donc la légitimité ensuite de prendre son action, notamment législative, en pouvant dire « Regardez, nous avons pris compte de ce que vous nous avez dit ». L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces plaintes ? Louis IX, par exemple, ne s'est justement pas aventuré à les faire remonter jusqu'à lui pour les traiter, ces 10 000 plaintes. Il a au contraire délégué son pouvoir de justice à un niveau local à des enquêteurs qui devaient trancher des affaires finalement relativement simples, le prix d'un bœuf, la restitution d'un impôt qui avait été localement mal prélevé. Là, la vraie question, c'est que va-t-on faire de cette grande consultation ? Est-ce que ce sera simplement, comme pour Louis IX, une opération de communication politique, une manière de créer du consentement, de la légitimité du pouvoir, ou est-ce que pour la première fois dans l'histoire de France, peut-être que la loi va s'inspirer de l'expérience populaire ? J'en doute. Béatrice Bougnol. Alors justement, est-ce que peut-être l'histoire plus récente, en fait, des citoyens et non plus des sujets, peut nous donner une mesure du risque pris par un pouvoir qui demande finalement à consulter des citoyens et qui ne ferait rien des résultats d'une telle enquête. Oui, on sait combien, par exemple, la fin du régime du général de Gaulle a été marquée justement par un référendum raté. Bien évidemment, c'est le référendum, ne l'oublions pas, de 1969 qui entraîne le départ du général de Gaulle du pouvoir, même si rien constitutionnellement ne l'empêchait de partir. Il y a un jalon très important dans ce que vous avez évoqué également, et qui fait peut-être qu'aujourd'hui le peuple n'a plus confiance dans les institutions représentatives, c'est le non au référendum sur la Constitution européenne en 2005. En 2005, qui nous est revenu par le biais du traité de Lisbonne 2 ans plus tard. Donc là, il y a un élément important, avec une volonté du pouvoir en 2008, par le biais de la réforme constitutionnelle, d'essayer d'introduire des éléments démocratiques, même si je suis bien d'accord avec vous, ils sont très fortement encadrés. Le fait que le Conseil économique, social et environnemental est le réceptacle de nouveau, comme ça avait pu l'être au XIXe siècle, des pétitions. Et puis le référendum d'initiative populaire, mais très très encadré par les partis politiques et par l'Assemblée nationale. Gérard Rien à voir avec le RIC. Oui, je pense que c'est toujours quand même un risque de jouer avec ces institutions pour conforter sa légitimité et de décevoir les gens qui attendent effectivement, parce que pour le référendum qui a, disons, amené De Gaulle à quitter le pouvoir, c'était quand même une sorte aussi de décalé, mais de 68, donc des aspirations à davantage de démocratie participative qui était née en 68. Et donc, voilà, il y a toujours un risque qui est évident. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est quand même aussi les changements dans la structure de nos démocraties. Ce que certains appellent le passage à la démocratie des partis à la démocratie du public. C'est-à-dire on est aussi dans un monde aussi où il y a une crise de la représentation globalement. Je veux dire, tous les partis en souffrent, les syndicats aussi, etc. Et tout à l'heure, on parlait de la fuite des esclaves, on ne veut pas faire la comparaison, mais la désertion, par exemple, du droit de vote, de cette capacité qu'ont les électeurs à divers moments de mettre un bulletin dans l'urne, le fait que de moins en moins de gens participent à cette vie de la représentation démocratique, peut dire aussi quelque chose de l'envie de ne plus y participer du tout, oui, c'est ça, ou de demander une alternative. Surtout dans les milieux populaires, parce qu'on estime jusqu'à 30% des ouvriers aujourd'hui ne vont plus voter. Et aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est une des contradictions. Si vous voulez, le fait de ne pas vouloir de représentants, enfin, toute cette question de la méfiance absolue par rapport à la représentation, c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, quelque part suicidaire pour un mouvement, parce que du coup, il est récupéré par tout le monde. Si vous n'avez pas de représentation, c'est comme si tout le monde pouvait s'ériger en représentant. Donc il y a cette contradiction-là qui est majeure, et à mon avis qui s'explique aussi par des raisons techniques, technologiques, c'est-à-dire
Voilà, c'est ce que vous appelez la démocratie du public. Oui, c'est ça, c'est-à-dire les nouvelles technologies, le fait qu'on maintenant les gens manifestent en se filmant en train de manifester. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'ahurissant. Pour le vieux militant, pour le Front populaire, par exemple. Pour le vieux militant que vous êtes, effectivement, et qui avait connu d'autres modes de manifestation, Gérard Moriel, ça doit vous surprendre d'une certaine façon. Et d'une certaine façon, être assez difficilement compréhensible, parce qu'effectivement, quand on a grandi dans un XXe siècle qui était marqué par un affrontement droite-gauche, par les grandes luttes sociales, etc., évidemment, tous ces nouveaux mouvements apparaissent comme étranges, voire très distants de ce qu'on a connu. Oui, étrange. Et puis aussi, on peut s'interroger, sans forcément jouer les anciens combattants, sur l'efficacité aussi de ces mouvements tellement éclatés ou tellement contradictoires, où dès qu'il y a quelqu'un qui s'élève un petit peu pour essayer de représenter, il est aussitôt discrédité par les autres, etc. C'est quand même des formes assez pathologiques, je trouve, de l'évolution de notre société. Avec peut-être aussi quelque chose, Éric Anseau, c'est la difficulté pour un régime quel qu'il soit royal, impérial ou démocratique, à prendre en compte les aspirations diverses, la multiplicité, le multiple et le divers, d'une certaine façon, qui sont souvent réduits à la volonté de rassembler tout le monde autour d'un seul personnage, président, roi ou empereur, autour d'un seul projet, et la difficulté justement de mettre tout cela en musique et d'accepter la variété, la diversité qui n'est pas tellement dans la devise liberté, égalité, fraternité, en l'occurrence Éric Anseau. Bien sûr, mais c'est le principe de toute démocratie représentative. Alors après, pour que le peuple consente justement à accepter la démocratie représentative, il faut que l'élite joue le jeu, effectivement, d'accepter les consultations populaires et quand il y a un référendum, d'en accepter le verdict. C'est peut-être la question qui est posée aujourd'hui d'ailleurs, c'est est-ce qu'on est en train d'évoluer d'une démocratie représentative à une démocratie que certains appellent participative, citoyenne? Est-ce que pour vous... cette évolution est envisageable? Je crois qu'il y a des formes de démocratie beaucoup plus riches aujourd'hui que dans le passé, parce que ces nouvelles technologies, elles permettent aussi à des gens qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer de le faire. Donc c'est très compliqué, quoi, je veux dire, mais c'est très souvent très atomisé, très localisé par le fait, mais des formes de localisation à distance, on pourrait dire, mais par le biais des réseaux, etc. La question, c'est comme on vit toujours au sein d'États-nations. Donc il y a bien la question de la représentation au niveau du pouvoir central, au niveau de la gestion globale des affaires politiques d'un pays. Et c'est là que effectivement la difficulté est majeure, je trouve. Oui. Merci à tous les trois. Merci Béatrice Bougnol d'avoir co-animé ce débat avec nous. Et donc merci à toutes celles et tous ceux qui s'étaient déplacés dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne autour de cette question, interpeller le pouvoir. Merci encore.